Bonjour à tous. Alors vous savez que régulièrement, on veut vous faire découvrir des commerces, des entreprises, mais là, on va vous faire découvrir un monsieur qui fabrique du cognac, mais qui n'est pas comme les autres. C'est quelqu'un qui apporte un plus. Alors surtout, il va falloir bien l'écouter. Il fait d'autres choses à l'intérieur d'Angoulême, où nous allons également, c'est-à-dire le lieu de vie. Et à l'occasion du lieu de vie, on a appris que son activité principale, c'était tout simplement le cognac. Nous sommes à Villeray, en Charente. Alors, on va retrouver Monsieur Jean-Luc Lassoudière. Je vous présente Jean-Luc Lassoudière, dont je vous ai parlé tout à l'heure, très succinctement. C'est un monsieur très intéressant qui fait beaucoup de choses. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est que vous m'appreniez un petit peu comment ça se passe pour le cognac. Alors, je sais qu'on commence par la vigne. Alors, est-ce que c'est un raisin comme pour le vin? Alors, le cognac, c'est une eau de vie de fruits, donc à base de fructose. Et le meilleur fructose qui puisse être, effectivement, c'est celui qui est le sucre du raisin. Donc ici, on est dans une vigne qui produit ce vin de distillation. Et effectivement, un vin de distillation est différent d'un vin de bouche. Le vin de distillation, c'est un cépage qu'on appelle Uni-Blanc, c'est un cépage d'origine italienne qui va nous produire un vin de grande quantité et plutôt acide pour avoir dans la distillation, dans cet alambic rutilant ou ce chaudron rutilant où on fait ces esters aromatiques exceptionnels, il faut qu'on ait un vin acide pour avoir une estérification en milieu acide, la naissance des esters aromatiques. Et est-ce qu'il a un nom, ce raisin? Oui, Uni-Blanc ou Saint-Émilion Blanc, mais on l'appelle l'Uni-Blanc. Il vient d'où? D'origine italienne, mais très développée en France. Et ce sont des vignes exceptionnelles, 80 000 hectares. C'est plus grand que le vignoble de la Champagne et de la Bourgogne réunis. Et on fait ce vin avec une technique bien appropriée qui est depuis très longtemps basée pour la distillation. On fabrique un vin pour le bouillir. Nous sommes des bouilleurs de cru. Alors, distiller, c'est quoi? Alors, distiller, c'est mettre du vin. En fait, c'est cuire un vin. C'est-à-dire, on met du vin dans une marmite en cuivre. Nous, on distille à feu nu, donc le cognac et les eaux-de-vie françaises sont les seuls à distiller encore à feu nu, c'est-à-dire la flamme sous la marmite. Oui. On fait chauffer ce vin et quand on a une certaine température, on obtient l'ébullition. Alors un peu moins de 100 degrés parce que un vin bout à moins de 100 degrés étant donné qu'il y a de l'alcool dedans. Et donc à ce moment-là, le fait de la paroi en cuivre, le feu nu qui a une température de 700 degrés, le vin qui vient caresser cette paroi en cuivre, ça linke les molécules du vin et on construit, la violette c'est de la bétaïonone, on construit tout un tas d'arômes exceptionnels. Je crois qu'on en construit pratiquement 1500 en linkant de manière originale dans cette affaire rutilante qu'est l'alambic, les molécules. C'est une création. C'est une création. C'est une véritable création. Oui. Et est-ce que le fait que les racines des ceps de vigne soient si profondes, est-ce que ça apporte des parfums, des goûts particuliers imprégnés de la terre? Tout à fait. Tout à fait. Il y a un lien avec la terre évident. Donc là encore, le cognac est une eau de vie qui a un cahier des charges bien particulier. Si on visite toutes les exploitations de Charente, on aura toujours le même alambic, en cuivre, à feu nu, de taille maximum 25 hectos, et avec un process de distillation à repasse qui est unique au monde, et la technique de distillation charentaise est la plus sophistiquée au monde. Et par contre, on distille ce vin, donc la vigne, effectivement, elle est allée dans le sol chercher les éléments. Il n'y en a pas tant que ça qui sont intéressants, ça tourne toujours autour du carbone, de l'oxygène, de l'azote, et ainsi de suite, mais les oligo-éléments, les petits éléments, pour pouvoir assembler les molécules qui sont parfumées. Si on n'a pas le système racinaire de la vigne, on n'a pas le vin très élaboré avec ses capacités aromatiques excellentes, et en les distillant, on ne sublime pas ces molécules qu'après, le vieillissement sous bois va resublimer une autre fois. Oui, et pourquoi ça s'est implanté ici à Cognac, et dans la région de Cognac et en Charente? Alors pourquoi ça s'est implanté en Charente? Parce que il a fallu connaître la distillation. Donc les Arabes nous ont amené les alambics dans le sud de l'Espagne pendant l'Andalous, et tout doucement les alambics sont montés sur les façades portuaires parce que les marins hollandais qui importaient du vin, ils s'étaient aperçus que le vin s'abîmait pendant les transports. Donc l'alambic permettait de distiller, obtenir une eau de vie qui voyageait très facilement sans s'abîmer, sans se piquer, sans tourner vinaigre, et rendu en Hollande, et on remettait de l'eau dedans et on reconstituait un pseudo-vin.
On appelle ça les brandy, les vins brûlés, d'où le diminutif brandy. Et la façade atlantique était tout à fait appropriée pour le commerce des Hollandais qui faisaient le tour par la Bretagne. Oui. Donc on a eu l'implantation des alambics sur la façade atlantique. Et après, les anglo-saxons qui commerçaient, eux, des eaux-de-vie de grains du nord de l'Écosse, ils ont voulu adjoindre à leur carte de négociant en eau-de-vie de grains des commerces d'eau-de-vie de raisin. Donc ils sont venus s'implanter sur la façade atlantique, d'où Martel l'anglais, Hennessy l'irlandais, qui sont toujours les deux principaux négociants du cognac, et d'où le fait que le cognac est une eau-de-vie internationale, beaucoup plus connue dans le monde que nous la connaissons en France, parce que son modèle économique a toujours été tourné vers l'exportation. Alors, vous nous parlez beaucoup de l'alambic. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on aille le découvrir, parce que c'est très beau, un alambic. Bon, ben on quitte la vigne. Alors ça y est, nous sommes dans la salle avec les alambics. Alors vous savez à quoi ça me fait penser? À la lampe d'Aladin. C'est là que le miracle se produit. Il y a une certaine magie, c'est sûr, dans la naissance des arômes. Alors expliquez-nous. Alors c'est très simple. Le premier composant à gauche, c'est ce qu'on appelle la chaudière. Donc c'est un récipient dans lequel on fait chauffer le vin. Donc imaginez-vous une grosse cocotte minute sur le feu. Donc en distillation charentaise, on est à feu nu, donc la flamme lèche la casserole et on a une évaporation des éléments les plus volatiles. C'est pour ça qu'on va concentrer l'alcool et les distillats et les arômes avec cette machine-là. Et après, les vapeurs, elles montent jusqu'au col de cygne, elles redescendent, elles traversent ce réservoir qui est un réservoir d'attente de la chauffe d'après, qui n'est pas dynamique dans la distillation en tant que telle, et elles font le détour, elles rentrent dans le deuxième réservoir qu'on appelle la pipe de refroidissement, qui est le condenseur. Donc le serpentin, il fait 60 mètres de long, c'est un gros tuyau qui est enroulé. Oui. Et au fur et à mesure que ça descend dans l'eau froide, donc les vapeurs vont se condenser et on va obtenir le distillat dans l'ensemble de petits tuyaux. On voit la grosse pipe et où on va partager les différents éléments. Donc au départ, on obtient les têtes, ce qui sont les parties les plus volatiles, qui sont entêtantes. Une partie s'évapore, c'est pour ça qu'on a la tuyère qui monte. Les plus volatiles, on ne va même pas les récupérer. Une autre partie vont être dans le liquide, donc on va les séparer. Après, on va obtenir le brouillis, donc qui vont être la composante la plus noble de la distillation. Et puis à la fin… C'est quoi le brouillis? Le brouillis, c'est une demi-eau-de-vie, puisqu'on distille en 2 fois, une demi-eau-de-vie qui va titrer au départ 60 degrés, qui va finir à 10 degrés, donc qui va avoir un degré moyen d'à peine 30 degrés et qui va nous servir à faire la distillation d'après. Et une fois que le brouillis est passé, il nous reste les fins de distillation, qu'on appelle les queues, où on a un petit degré, et là, c'est très fade, ça a un goût de queue d'artichaut. Donc les têtes et les queues, on va les réutiliser, on va les remélanger dans le vin pour les redistiller. Donc là, je vous ai expliqué la première phase de distillation, mais quand je vous dis, c'est un alambic à repasse. Donc le brouillis, qui titre à peu près 30 degrés, on va le remettre dans l'alambic, on va faire 3 chauffes de vin, on va obtenir suffisamment de brouillis pour recharger l'alambic et faire la bonne chauffe, c'est-à-dire la deuxième chauffe. Et à ce moment-là, on va obtenir une eau-de-vie qui va titrer 70 degrés. Là, le fait qu'on a distillé en 2 fois, on obtient quelque chose d'extrêmement parfumé. Une eau-de-vie de cognac, c'est sensationnel. On pourra tout à l'heure essayer de mettre déguster une olfactivement. Et donc, cette eau-de-vie, on va la mettre dans le fût en chêne, en bois. Et à 70 degrés, c'est un excellent solvant. Donc, l'eau-de-vie va pénétrer le bois, va s'harmoniser avec le bois. Et tout doucement, on va évoluer vers ce qu'on appelle le ratio du cognac, qu'on voit très bien évoluer sur la colorimétrie des bouteilles qui est liée au vieillissement. Et donc, l'air rentre dans le fût, remplace l'évaporation et madérise un petit peu l'eau-de-vie. On a une évolution des arômes et on va vers ce qu'on appelle le rancio du cognac. Et c'est là qu'on arrive à cette eau-de-vie de 15 ans. Une eau-de-vie de 15 ans, elle marque rancio. Alors, c'est un mot qui est intraductible, paraît-il. C'est typiquement charentais. C'est l'harmonie des arômes de fleurs, de fruits, de bois et d'épices. Donc, on maîtrise l'aire de production. Distillation, savoir-faire, aire de production, et puis notre histoire à nous. Nous, on est des bouilleurs de cru, de père en fils. On sait aussi partager nos savoir-faire. Mais la nouvelle personne qui va reprendre la distillation, il va reprendre nos savoir-faire. On va lui transmettre nos savoir-faire. On cuit du vin, comme un cuisinier qui cuisine un plat, nous, on cuit du vin. Mais ça, c'est important de transmettre.
Bien sûr. Et de- Surtout quand on a une histoire comme la nôtre, qui est celle de la distillation, qui est très riche, de plus de 400 ans, et en faisant attention il y a des petits tours de main. Bon, par exemple, quand on fait la coupe, à quelle température? Est-ce qu'on distille avec de la lie? Est-ce qu'on distille sans lie? À quel moment on coupe les queues? C'est-à-dire, il y a tout un tas de petits astuces, ou alors de techniques qui peuvent être liées. Alors beaucoup dans la viticulture charentaise, on travaille pour des grandes marques qui sont NC, Martel. Nous, on travaille pour des grandes marques et on travaille pour notre marque. Donc chacun peut nous demander, quand on a un client qui veut de l'eau de vie, il peut nous dire, moi je veux que vous distilliez de telle manière. De même que quand vous avez... Et il peut vous demander des arômes Oui, particuliers? oui. Quand vous avez des ingrédients, un grand chef, ben, il va vous faire tel plat, l'autre d'à côté, et il ne va pas les travailler pareil, et sera pas... Alors ça va être bien sûr ressemblant, mais il peut y avoir des différences. Et ben, pour la Ce sera distillation, toujours du cognac. c'est pareil. Et ça sera toujours du cognac, parce que c'est une eau de vie des Charentes, distillée à feu nu, vieillie sous bois, et dont la mise en bouteille correspond au cahier d'appellation, donc VS pour les plus jeunes, VSOP, XO ou XXO pour les plus vieilles. En tout cas, ce que je peux vous dire, Jean-Luc, c'est que vous êtes très communicatif dans votre passion du cognac et que on voudrait presque distiller nous-mêmes, hein. Enfin, Oui. je dis presque, hein, en ce qui me concerne. Voilà, vous en savez plus sur le cognac et que vous en buviez ou pas, la confection du cognac, sa naissance, c'est passionnant quand c'est raconté par Jean-Luc pour le cognac Pierre Leca. Je vous avais dit qu'il était spécial.